Il est 20h30 à Bamako, 21h30 à Paris, c'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, 48 heures après le passage au régime parlementaire au Togo, une conférence de presse des partis d'opposition vent debout contre cette nouvelle constitution a été interrompue par des gendarmes ce mercredi matin à Lomé. Les précisions dans cette édition. En Tunisie, on connaît enfin le verdict du procès de l'assassinat de Chokri Belaïd en 2013. 4 personnes ont été condamnées à mort. Un soulagement pour la famille de l'ancien opposant. Enfin, nous sommes le 27 mars 2024, soit un jour après la fin de la transition malienne, selon le décret signé par le président Assimi Goïta le 6 juin 2022. Un engagement qui ne sera visiblement pas respecté. Alors, que disent les textes sur ce sujet qui divise au Mali? Pour en parler avec nous en plateau, Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre de la Justice du Mali. Direction le Togo, moins de 48 heures après l'adoption d'une nouvelle constitution qui fait passer le pays à un régime parlementaire. Une conférence de presse organisée par des partis d'opposition et des organisations de la société civile a été dispersée par des gendarmes. Rappelons que l'opposition extra-parlementaire avait boycotté les dernières élections législatives. Les précisions d'Emmanuel Sodji, notre correspondante régionale. Ce mercredi matin à Lomé, environ 35 partis d'opposition et d'associations ont annoncé la création d'un front « Ne touche pas à ma constitution ». Le front dénonce, je cite, le vote d'une loi en catimini par une Assemblée nationale monocolore. Et ses leaders estiment que le changement de régime vise à confisquer le droit des Togolais à choisir leur chef de l'État. Nous avons interpellé les magistrats togolais, ceux qui sont à la Cour constitutionnelle, pour qu'ils disent le droit, pour qu'ils empêchent qu'une constitution qui a été votée par plus de 98% des Togolais lors d'un référendum, et bien que cette constitution soit modifiée en catimini, en pleine nuit. Mais moins d'une heure après le début de cette conférence de presse qui avait lieu au sein du siège d'un des partis d'opposition, eh bien les forces de sécurité interviennent pour stopper la réunion au motif qu'elle n'avait pas été déclarée. Et une heure avant déjà, ils avaient déjà tenté de se retrouver dans un autre lieu. Maintenant, ils sont partis au siège d'un parti politique appelé ADI. De là, ils ont commencé la conférence de presse et la gendarmerie est encore arrivée. Journée très mouvementée pour les opposants. 4 autres partis de l'opposition, dont l'ANC et la société civile, le Front citoyen Togo Debout, après des déboires dans un lieu public qu'ils avaient choisi, ont pu finalement se réunir au sein du siège du parti de l'Alliance nationale pour le changement. Nous appelons le peuple togolais à refuser ce coup de force contre le peuple togolais et à rejoindre massivement l'opposition pour que M. Fogna Sibé arrête ces violations répétées de nos lois. L'ancienne constitution date de 1992. Elle avait été adoptée par référendum par près de 97% des Togolais à l'issue d'une conférence nationale. Depuis, il y a eu plusieurs révisions, notamment celle de 2002 qui a permis à l'actuel président de se présenter à un 3e mandat, et puis celle de 2019, tout autant contestée, qui lui permettait de se présenter, de se représenter en 2020 et 2025. 4 personnes condamnées à mort, c'est le verdict tant attendu du procès de l'assassinat de Chokri Belaïd. Le 6 février 2013, l'opposant tunisien était abattu par 2 inconnus à la sortie de son domicile. Cet assassinat avait suscité l'émotion dans le pays. Plus de précisions avec notre correspondance à Tunis, Lilia Blaise. Après 11 ans d'attente, un procès très médiatique de long cours est reporté à plusieurs reprises. Justice a été rendue, selon les mots du procureur adjoint au pôle antiterroriste. Il a rendu ce mercredi matin, à l'aube, un verdict qui condamne plus d'une vingtaine d'accusés dans l'assassinat du leader de gauche Chokri Belaïd. 4 d'entre eux ont été reconnus coupables et condamnés à la peine capitale qui est sous moratoire en Tunisie. Le reste a été condamné à des peines allant de 2 à 120 ans de prison et 5 personnes ont bénéficié d'un non-lieu mais pourront faire l'objet de surveillance administrative. Pour le frère de Chokri Belaïd, ce verdict tant attendu représente à la fois de la joie mais aussi de l'espoir. C'est un sentiment qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas... C'est quelque chose de très profond. Et c'est le même sentiment de la majorité des Tunisiens, ça c'est sûr. Je l'ai vu chez les Tunisiens parce qu'on m'arrête tous les 5-6 pas et c'est une sorte de joie.
qu'on a attendu depuis au moins un peu plus de 10 ans. Une étape, c'est vrai, qui nous a fait plaisir, mais aussi c'est le début. Bien sûr, le parcours n'est pas aussi facile, c'est long, c'est difficile, mais avec la magistrature actuelle, l'espoir vraiment est important. Les accusés peuvent faire appel ou se pourvoir en cassation. Le parti islamiste Ennahda a publié un communiqué ce mercredi. Il avait été accusé à l'époque, étant majoritaire au gouvernement, de laxisme et d'indulgence. Pour lui, ce verdict représente la preuve de son innocence et le parti appelle à une réconciliation nationale. Au Sénégal, les résultats provisoires de l'élection présidentielle ont été annoncés ce mercredi par la Commission nationale de recensement des votes et ils confirment la large victoire de Bassirou Diomaye Faye dans un scrutin plébiscité par près de 2/3 des électeurs sénégalais. On écoute le président de la Commission nationale de recensement des votes. Le taux de participation a été arrêté à 61,30%. Amadou Ba, 1 605 086 voix, soit 35,79% des suffrages exprimés. Pour Bassirou Diomaye Faye, je précise que c'est 54,28%. Voilà, 54,28%. On s'arrête au Mali le 26 mars, c'est-à-dire hier, marquait officiellement la fin de la période de transition qui s'est ouverte avec le coup d'État militaire d'août 2020. Mais dans les faits, ces engagements ne sont pas tenus par les autorités de transition. Pour en parler avec nous en plateau, Mamadou Ismaïla Konaté, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, ancien ministre de la Justice du Mali entre 2016 et 2017. Donc on va commencer par le juridique. Un décret présidentiel signé en 2022 fixait rétroactivement, je cite, la durée de la transition à 24 mois à compter du 26 mars 2022. Nous sommes le 27 mars 2024. La transition au Mali devrait-elle être terminée aujourd'hui ? Bien évidemment, c'est un engagement unilatéral qui a été pris par les autorités de la transition et au premier chef, le chef de l'État lui-même et le Premier ministre sont les signataires de ce décret qui date du 6 juin 2022 et qui fixe bien évidemment la durée de la transition à 24 mois et son terme au 26 mars 2024. Je rappelle simplement que ce décret se fonde sur la charte de la transition révisée qui indique qu'il revient aux autorités indiquées de fixer le terme de la transition. Et je rappelle également que c'était à l'époque les débats qu'ils avaient avec la CEDEAO justement qui exigeait qu'une durée soit définitivement fixé dans le cadre de la transition. On peut considérer aujourd'hui qu'un décret signé par le chef de l'État et le Premier ministre n'a absolument aucun intérêt et ne produit aucun effet dans la mesure où le lendemain, le gouvernement est en place, le CNT est en place, les institutions de la République sont en place et continuent à fonctionner hors cadre juridique. Ils sont aujourd'hui des occupants du pouvoir malien sans titre ni droit. Mais on va rester sur le juridique encore une fois, et sur le constitutionnel. D'un autre côté, je lis que l'article 22 de la charte révisée prévoit la continuité des organes de transition jusqu'à l'élection de nouvelles autorités. Donc pour résumer, si j'ai bien compris, si pas d'élection, pas de fin de transition, en même temps, pour l'instant, aucune date d'élection n'a été fixée. Vous voyez, on prend l'accessoire pour le principal. Ce cadre juridique existait lorsque le décret avait été pris. Ce cadre juridique, aujourd'hui, quand on le rappelle, c'est qu'on a été dans l'incapacité de tenir le délai de 24 mois et que le 26 mars 2024, pour se maintenir, on a recours à l'article 22 de la charte qui indique de manière effective le terme de la transition qui, aujourd'hui, sera constaté à partir du moment où l'élection à la présidence de la République va élire donc une personnalité et que cette personnalité va être intronisée et que cette intronisation va engendrer donc... Justement, on est perdu. Alors, qu'est-ce qui prévaut ? C'est l'article, la charte révisée, l'article constitutionnel ou le décret ? Alors, le décret découle de la charte. Le décret a été pris justement pour fixer un terme exact. Et c'est parce qu'ils ont été dans l'incapacité de tenir ce terme-là qu'ils ont recours aujourd'hui à la charte. Mais la charte installe juste une situation d'exercice du pouvoir de façon indéfinie. Où est-ce que vous avez vu un pouvoir sans limite dans le temps ?
C'est une difficulté. Et aujourd'hui, nous avons des autorités de la transition qui se sont mis en place le 18 août déjà. Et jusqu'à la date de ce décret, le 6 juin, ils sont restés à la tête de l'État du Mali 19 mois et 8 jours. Ils se sont attribués 24 autres mois et au jour d'aujourd'hui, ils sont à la tête de l'État du Mali depuis 43 mois et 9 jours, dans une totale illégalité. Mais on ne peut pas insister dans l'illégalité dans la mesure où l'origine étant illégale, la suite ne peut être que illégale. Et aujourd'hui, les autorités nationales ne sont pas dans un cadre juridique. Et on comprend bien que l'enjeu, c'est les élections. Donc l'élection a été reportée pour des raisons techniques, mais les autorités maliennes ont souvent répété qu'il n'est pas possible d'organiser des élections dans un pays où l'insécurité prévaut avec de nombreuses attaques djihadistes. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'une élection organisée dans un pays où le vote ne peut pas se tenir dans l'étendue du territoire, est-ce que cette élection vaut quelque chose? Alors, avant même de répondre à cette question, mais qui s'est engagé à l'élection? C'est quand même les autorités de la transition. C'est eux qui ont fixé le terme de 24 mois, au terme duquel des élections présidentielles devaient être organisées. Alors, c'est eux qui savaient pertinemment, à l'époque où ils prenaient ce décret-là, s'il était possible de faire des élections ou pas. Vous avez bien vu que la dernière fois que la date de l'élection devait être fixée, ils ont justement argué de ce que les données ont été volées ou subtilisées et qu'il y avait un léger retard à accuser à ce niveau-là. Mais la réalité aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent rester aussi longtemps aux yeux des Maliens, à exercer un pouvoir de façon illégale et de façon irrégulière, sans cadre juridique? Ce n'est quand même pas possible. Je rappelle simplement que 2012-2013, on était dans un contexte sécuritaire presque identique, mais durant cette période-là, des élections ont été organisées. C'est un faux alibi. Et très rapidement, on va revenir sur la situation sociale. On a vu que la coalition Synergie d'Action pour le Mali, une formation de 30 partis d'opposition, a été interdite lundi par les autorités. Dans un communiqué, le groupe a annoncé rejeter cette décision jugée illégitime. Et on l'a vu le 6 mars, le CEMAS de l'imam Dicko a été dissous. Il est l'un des rares à oser critiquer les militaires au pouvoir. Est-ce qu'une opposition politique est permise aujourd'hui au Mali? Avant l'opposition politique, d'abord, les sociétés civiles. Vous avez rappelé toutes ces associations qui ont été interdites ou suspendues. Je rappelle simplement que depuis le mois de décembre de 2023, à cette date, 5 associations, et pas des moindres. Celle de l'imam Dicko, mais aussi l'association des élèves et étudiants du Mali, qui a été aussi dissoute dans des conditions qui sont discutables du point de vue du droit. La question, ce n'est pas le fond, c'est la forme. C'est qu'on a affaire à un régime militaire aujourd'hui qui pense qu'il suffit juste de penser pour mettre un terme à un droit ou pour anéantir les effets juridiques d'un droit. Aujourd'hui, vous avez vu la situation des partis politiques aujourd'hui. Tous ont appelé à la fin de la transition, en tout cas les plus importants. Merci beaucoup. Merci Mamadou Ismaïla Konaté. Je rappelle que vous êtes avocat et ancien ministre de la Justice au Mali. Merci. Alors, on va passer au Niger. Depuis la nuit des temps, les Sorko ou hommes de l'eau vivent de la pêche dans le fleuve Niger. Mais désormais, à Niamey, la pêche est maigre depuis les années 80. Le feuve, le sans-sable et s'assèche pendant la saison chaude, forçant les Sorko à adapter leur mode de vie. Le récit de Laurent Berstécher. Postés à l'avant de leur pirogue, ils jettent leur filet dans le fleuve Niger, dans l'espoir d'attraper un gari ou un salambalé bien en chair. Mais aujourd'hui encore, la pêche est maigre. Seuls 2 minuscules poissons viennent s'échouer sur l'embarcation. Ce n'est pas la première fois que ces pêcheurs rentrent bredouilles. Pourtant, pas question de renoncer à cette tradition ancestrale. Avant, nos parents et nos grands-parents se basent surtout sur l'eau. Mais cette fois-ci, ce n'est pas facile parce que l'ensablement, l'eau a tout emporté, le sable a tout emporté. Surnommés Sorko ou hommes de l'eau, près de 50 000 Nigériens dépendent de la pêche pour gagner leur vie. Mais depuis des années, le fleuve Niger s'assèche à vue d'œil. En cause, l'érosion des sols, portée notamment par l'agriculture intensive et le développement urbain. Pendant la saison sèche, il est désormais possible de le traverser à pied. Face à ce phénomène, les Sorko tirent la sonnette d'alarme et appellent les autorités à les soutenir. On demande au gouvernement de travailler avec nous pour développer la pisciculture en se basant sur des modèles qui ont réussi dans d'autres pays comme au Burkina Faso où ils ont du poisson toute l'année. Mais le temps presse pour ces communautés de pêcheurs. Forcés de s'adapter à cette nouvelle réalité, certains Sorko commencent à se reconvertir dans le bâtiment ou l'agriculture. Et c'est la fin de cette édition du Journal de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'info continue.